Des murmures parcouraient Pine Ridge avant même que la diligence ne soulève la poussière de la rue principale. On disait que la femme de Boston ne tiendrait pas 3 jours sur la crête de l'homme mort. Jeremiah Flint était une brute, un homme des montagnes taillé dans le granit et le chagrin. Il s'était retrouvé avec 3 enfants sauvages après que l'hiver rigoureux de 78 lui eut pris sa femme, Tshirshehen. Envoyer une citadine raffinée dans sa cabane était une condamnation à mort, purement et simplement. Les gens pariaient pour savoir qui la briserait en premier. Les ours, le froid glacial ou le sombre caractère de Jeremiah lui-même. Mais Charlotte Beaumont n'était pas que qu'elle semblait être. Et avant le dimanche, toute la vallée allait devoir ravaler ses paroles. La diligence s'arrêta dans une secousse violente. Ses roues de bois grincèrent contre la terre durcie du territoire du Montana. À l'intérieur de la voiture étouffante, Charlotte Beaumont s'agrippa à la lanière de cuir de la fenêtre jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Elle prit une lente et tremblante inspiration, goûtant le sable et le pain sec dans l'air. C'était la fin du voyage et le début de son exil. Quand Charlotte descendit sous le soleil aveuglant de midi, la ville de Pine Ridge retint son souffle. Des hommes aux mains calleuses et aux visages burinés par le soleil arrêtèrent de charger des marchandises. Des femmes en robe de calicot délavé cessèrent de balayer. Tous les yeux étaient rivés sur l'étrangère. Charlotte portait un tailleur de voyage indigo, totalement inapproprié pour la frontière. Son ourlet était déjà couvert d'une épaisse couche de poussière jaunâtre. Elle se tenait droite, bien que son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle savait ce qu'il voyait. Une fragile poupée de porcelaine envoyée par la poste à travers le pays, envoyée à un homme qui vivait aux confins de la civilisation. Ce qu'il ne savait pas, c'était la volonté de faire forger sous son corset. Charlotte n'était pas là pour l'aventure. Elle fuyait une réalité désespérée. Après le décès soudain de son père, un oncle impitoyable avait hérité de leur domaine. Il avait laissé Charlotte sans dessous, sur le point d'être forcée à un arrangement innommable avec un créancier plus âgé et cruel. L'annonce pour une épouse par correspondance à laquelle elle avait répondu dans la Gazette était sa seule bouée de sauvetage. « Vous êtes la fille Beaumont. » Une voix rauque, comme des pierres qui grincent. Charlotte se retourna. Près du magasin général se tenait un homme qui semblait absorber la lumière autour de lui. Jeremiah Flint était une figure imposante, aux larges épaules, vêtue de peau de daim et de laine épaisse. Une barbe sombre et épaisse masquait la moitié inférieure de son visage. Mais ses yeux, d'un gris d'orage perçant, étaient entièrement visibles. Ils la balayèrent avec un mélange de profonde déception et de froide résignation. « Je suis Charlotte », répondit-elle, sa voix remarquablement stable, malgré le tremblement de ses mains. Jeremiah n'offrit aucune salutation, ni ne retira son chapeau de cuir usé. « Vous êtes plus petite que je ne le pensais. La lettre disait que vous étiez robuste. » « La lettre disait que j'étais prête à travailler, Monsieur Flint. Je vous assure que ma stature ne dicte pas mon endurance. » Un faible murmure parcourut les badauds. Le pasteur Ali, près du poteau d'attache du saloon, secoua la tête avec pitié. La commère de la ville, Mildred Goggins, se pencha vers une voisine en chuchotant bruyamment. « Il la ramènera dans une boîte en pain avant le week-end. Cette montagne dévore les choses faibles. » Jeremiah ignora les murmures. Il attrapa sa lourde malle en chaîne d'une seule main. Il la jeta à l'arrière d'un chariot en bois délabré comme si elle était remplie de plumes. Montée, la lumière du jour disparaît vite sur la crête. Le voyage jusqu'à la crête de l'homme fut une ascension éreintante de 3 heures dans la nature sauvage. Le sentier défoncé était à peine assez large pour le chariot. Il longeait des précipices qui donnaient le vertige à Charlotte. D'immenses pins ponderosa formaient une canopée sombre au-dessus d'eux. Ils bloquaient le soleil de l'après-midi et faisaient chuter la température de 10 degrés. Le silence entre eux était suffocant. Jeremiah regardait droit devant lui, dirigeant les 2 chevaux de trait par des ordres silencieux. Charlotte jetait des regards furtifs à son profil durci. Les lettres de la ville l'avaient prévenu qu'il était veuf. Mais elles ne l'avaient pas prévenu de l'aura écrasante de chagrin et d'hostilité qui s'accrochait à lui. « Les enfants, » dit finalement Charlotte, brisant des heures de silence. « Vous avez dit qu'il y en avait 3. »« Wyatt a 12 ans, » dit Jeremiah sans la regarder. « Hannah en a 8, Samuel en a 4. » Il marqua une pause, sa mâchoire se contractant. « Ils ne sont pas habitués aux étrangers. Ils ne sont pas habitués aux bonnes manières. Restez à l'écart jusqu'à ce qu'ils vous jaugent. Et quoi que vous fassiez, n'essayez pas de jouer à la mer.
Ils en avaient une. La finalité dans son ton fut un coup physique. La ville avait murmuré des rumeurs sur la mort de sa défunte femme. Ce n'était pas seulement la maladie, mais l'isolement exaspérant de la montagne qui l'avait poussée dans les bois glaciaux. Charlotte ravala la boule dans sa gorge. Elle avait signé un contrat pour être une épouse et une mère, mais Jeremiah Flint avait clairement commandé une gouvernante. Alors que le chariot émergeait enfin de la lisière des arbres dans une clairière isolée, la cabane apparut. C'était une structure robuste et tentaculaire, faite d'énormes rondins non écorcés. Sa cheminée crachait un mince filet de fumée grise contre le ciel qui s'assombrissait. Des peaux d'animaux étaient clouées sur les murs extérieurs pour sécher. C'était une forteresse d'isolement. Et debout sur le porche, la regardant arriver avec des yeux pleins de méfiance et de défis sauvages, se trouvaient ses trois nouveaux beaux enfants. Les enfants ressemblaient moins à des humains qu'à des créatures sauvages des bois. Wyatt, l'aîné, s'appuyait contre la balustrade du porche, tenant un couteau à sculpter. Ses yeux sombres et hostiles reflétaient la froideur de son père. Hannah était à moitié cachée derrière un tonneau de pluie. Ses cheveux blonds en désordre tombaient en mèches emmêlées sur son visage maculé de saleté. Le petit Samuel était assis dans la terre, portant une chemise de 2 tailles trop grande. Il jouait silencieusement avec le crâne blanchi d'un petit animal. « Entrez et lavez-vous » aboya Jeremiah en tirant sur les rênes. « Le souper va être en retard. » Les enfants se dispersèrent instantanément, disparaissant dans l'intérieur sombre de la cabane, sans un seul mot pour Charlotte. Jeremiah l'aida à descendre du chariot. Son contact fut bref et totalement dépourvu de chaleur. Quand Charlotte franchit le seuil de la cabane, elle fut frappée par l'odeur lourde et renfermée de la fumée de bois, de la vieille graisse et de la laine humide. L'intérieur était chaotique. Des marmites en fonte incrustées de vieux aliments reposaient sur l'immense foyer en pierre. Des bottes boueuses étaient éparpillées sur le plancher inégal. Dans un coin, un grand métier à tisser prenait la poussière, drapé d'une belle tapisserie inachevée, un monument obsédant à la femme qui dirigeait autrefois cette maison. « Votre lit est le lit de camp derrière le rideau dans le coin », ordonna Jeremiah, laissant tomber sa malle avec un bruit sourd. « Je dors dans la mezzanine. Les enfants ont la chambre du fond. Les provisions sont dans la cave à légumes. Il n'y a presque plus de farine. Vous devrez faire avec. » Sans un mot de plus, il se retourna et sortit, la laissant seule avec les 3 enfants silencieux et scrutateurs qui avaient réapparu de l'ombre. Charlotte retira lentement son chapeau de voyage ruiné. Elle regarda Wyatt, qui la fusillait du regard avec un dédain non dissimulé. « Bonjour Wyatt, je suis Charlotte. »« Tu ne resteras pas. » Le garçon cracha, sa voix se brisant de colère adolescente. « La dernière que papa a fait venir de la ville est partie en pleurant après 2 jours. Tu partiras aussi. » Charlotte cligna des yeux, masquant sa surprise. La dernière, les lettres n'avaient pas mentionné de tentative précédente pour trouver une femme. Elle réalisa alors à quel point Jeremiah devait être désespéré et à quel point cette famille était profondément brisée. « Je ne suis pas la dernière », dit calmement Charlotte en retroussant les manches de sa coûteuse robe de soie, pleurant silencieusement la ruine de son seul beau vêtement. « Et je ne pleure pas facilement. Maintenant, où est-ce le savon à la lessive? Si nous voulons manger, ces marmites ont besoin d'être récurées. » Sa première nuit sur la montagne fut un baptême brutal. La température chuta, et la fine couverture sur son lit de camp n'offrait aucune défense contre les courants d'air glacial qui s'infiltraient à travers les interstices des rondins. Elle resta éveillée, grelottant, écoutant le vent hurler comme un animal blessé à l'extérieur. Au-dessus d'elle, dans la mezzanine, elle pouvait entendre les mouvements lourds et agités de Jeremiah Flint. Il gémissait dans son sommeil, un son profond et guttural d'un homme hanté par des fantômes. À l'aube, le corps de Charlotte était endolori par le froid et le lit dur. Mais alors que la lumière pâle filtrait à travers les fenêtres en papier huilé, une obstination féroce et protectrice s'enflamma dans sa poitrine. La ville de Pine Ridge voulait qu'elle échoue. Wyatt voulait qu'elle s'enfuit. Jeremiah s'attendait à ce qu'elle craque. Elle se leva avant le soleil, ignorant le froid mordant. Elle trouva la hache rouillée sur le porche. Faisant appel à des souvenirs de coupe de petits bois dans le domaine de campagne de son père quand elle était jeune fille, elle réussit à fendre assez de bois pour allumer un feu rugissant. Elle transporta de l'eau du ruisseau glacial, ses mains devenant bleues et à vif.
Au moment où Jeremiah descendit de la mezzanine, la cabane sentait le café de chicorée fort et la bouillie de maïs chaude, sucrée avec un pot de mûre en conserve qu'elle avait déterré du coin le plus sombre de la cave. Jeremiah s'arrêta au bas de l'échelle, fixant le foyer propre, le café bouillant et Charlotte. Elle se tenait les mains sur les hanches, un tablier maculé noué sur sa robe de jour pratique. « Le petit déjeuner est prêt », dit-elle simplement. Il ne la remercia pas. Il grogna simplement, s'assit à la lourde table en chêne et mangea en silence. Les enfants sortirent de leur chambre en rampant, leurs yeux s'écarquillant à la vue de la nourriture chaude. Samuel tendit la main vers la marmite. Mais Wyatt lui frappa la main, regardant Charlotte comme si la nourriture était empoisonnée. « C'est juste de la bouillie de maïs, Wyatt, dit-elle doucement. Ça ne va pas te mordre. »« Ne lui parle pas, lança Wyatt. Il attrapa son bol, prit une portion et se retira dans le coin, entraînant ses jeunes frères et sœurs avec lui. Jeremiah termina son repas, se leva et attrapa son fusil sur le manteau de la cheminée. « Je vais vérifier les pièges en altitude. Je serai parti jusqu'à la tombée de la nuit. Gardez le feu allumé et la porte verrouillée. »« Verrouillée? Contre quoi? » demanda Charlotte, une pointe d'anxiété perçant son calme apparent. Jeremiah se tourna vers elle, sa main sur le lourd loquet en fer. « Les pumas, les loups et les hommes qui pensent qu'une cabane avec une femme seule est une proie facile. Gardez le fusil chargé. » La lourde porte en chêne claqua derrière lui. Le clic du loquet résonna bruyamment dans la cabane. Charlotte était entièrement seule avec 3 enfants qui la détestaient, dans une nature sauvage qui voulait la tuer. Alors qu'elle commençait à débarrasser la table, elle remarqua un petit livre relié en cuir coincé sous le pied inégal de la table de cuisine pour la stabiliser. Curieuse, elle le retira. Le cuir était usé, les pages fragiles. Elle l'ouvrit à une page au hasard et reconnut l'écriture élégante et ample d'une femme. 14 octobre 1878. L'entrée disait « La neige a commencé aujourd'hui. Jeremiah dit qu'elle s'arrêtera, mais je le sens dans mes os. Elle vient pour nous enterrer. La ville le déteste et ils ne nous aideront pas. Si la maladie m'emporte, je crains ce qu'il deviendra. Il a une part d'ombre en lui que seuls les enfants et moi pouvons contenir. S'il me perd, la montagne le consumera entièrement. » Le souffle de Charlotte se coupa. La ville ne se contentait pas de plaindre Jeremiah. Il le craignait, et les épouses précédentes n'étaient pas seulement parties à cause du froid. Elles avaient fui à cause de lui. Elle leva les yeux vers la lourde porte en bois, la réalisation glaçante s'installant en elle. Elle n'avait pas été envoyée dans une ferme. Elle avait été envoyée dans une prison de chagrin, gardée par un homme qui perdait lentement la raison. Au 4e jour, la trêve fragile que Charlotte avait tenté d'établir se brisait. Wyatt avait intensifié sa campagne pour la chasser. Il avait intentionnellement traîné de la boue épaisse et huileuse sur le sol qu'elle venait de passer 1 heure à frotter à genoux. Il avait caché le savon à la lessive. Il avait même laissé le feu s'éteindre accidentellement, pendant qu'elle puisait de l'eau, la forçant à tout recommencer avec des doigts engourdis et tremblants. Jeremiah restait un fantôme. Il partait d'avant l'aube et revenait bien après le coucher du soleil, ne parlant que pour donner des ordres secs ou réprimander les enfants. Il l'attestait aussi. Charlotte réalisa qu'il attendait le moment inévitable où elle lèverait les bras, exigerait d'être ramenée à Pine Ridge et confirmerait sa conviction que le monde était entièrement dépourvu de résilience. Mais Boston avait appris à Charlotte une autre forme de survie. On ne survivait pas à un oncle prédateur en pleurant. On survivait en étant plus malin que lui. Elle appliqua la même logique à la crête de l'homme mort. Quand Wyatt traîna de la boue, elle ne cria pas. Elle lui tendit calmement la serpillière et le seau, se tenant entre lui et la porte, jusqu'à ce qu'il nettoie, son regard inflexible. Quand il cacha le savon, elle lava ses vêtements uniquement à l'eau bouillante et aux cendres, les laissant raides et rêches jusqu'à ce qu'il retrouve miraculeusement le savon 2 jours plus tard. Mais le véritable tête, l'événement qui allait cimenter sa légende dans la vallée, se produisit un jeudi après-midi glacial. Le ciel avait pris la couleur du fer meurtri. Le vent se levait, transportant l'odeur métallique distincte de la neige imminente. Jeremiah avait pris le chariot vers la lisière inférieure des bois pour transporter des rondins abattus, laissant Charlotte s'occuper du bétail et des enfants. Elle était dans le petit appentis de la grange, luttant pour traire la chèvre brune capricieuse, quand elle entendit un son qui lui glaça le sang. Ce n'était pas un cri, mais un hurlement aigu et frénétique de Hannah.
Charlotte laissa tomber le seau en fer blanc, le lait blanc se répandant dans la paille, et sortit de la grange en courant. Anna se tenait sur le porche, pointant des doigts tremblants vers le ruisseau tumultueux au bord de la propriété. Samuel, il est allé chercher son bateau en bois. La glace a cédé. Charlotte ne réfléchit pas. Elle n'hésita pas. Elle courut. Le sol était glissant de givre, ses lourdes jupes la ralentissant, mais l'adrénaline alimentait ses jambes. Elle atteignit la rive du ruisseau, un cours d'eau rapide et dangereux, gonflé par la fonte des neiges des sommets plus élevés. À environ 20 mètres en aval, le petit Samuel était piégé. Il était tombé à travers une mince couche de glace près de la rive, et le courant rapide l'entraînait vers les rapides plus profonds et rocheux. Ses petites mains griffaient désespérément la plaque de glace glissante, son visage pâle et tordu de terreur silencieuse. L'eau glacée l'engourdissait trop vite pour qu'il puisse même crier. Wyatt se tenait sur la rive, paralysé par la panique, une longue branche à la main, bien trop courte pour atteindre son frère. « Je ne peux pas l'atteindre. La glace ne supportera pas mon poids, » sanglota le garçon, sa façade de dur à cuire complètement brisée. « Recule !» ordonna Charlotte, sa voix tranchant le rugissement de Léo. Elle jeta son lourd châle de laine. Elle savait que la glace ne la supporterait pas non plus. Il n'y avait qu'une seule solution. Elle plongea dans l'eau glacée. Le choc du froid fut d'un coup physique atroce. C'était comme si des milliers d'aiguilles s'enfonçaient simultanément dans sa peau. Le courant la frappa à la taille, la faisant presque tomber, mais elle cala ses bottes contre les pierres glissantes de la rivière. « Tiens bon, Samuel, » haleta-t-elle, luttant contre l'emprise paralysante du froid. Elle s'avança plus profondément, l'eau montant jusqu'à sa poitrine. Ses lourdes jupes, gorgées d'eau, agissaient comme des ancres, la tirant vers le bas. Elle se débattit avec ses propres vêtements, arrachant les boutons de sa surjupe, laissant le lourd tissu s'éloigner en aval. Elle atteignit le bord de la plaque de glace brisée juste au moment où les doigts engourdis de Samuel glissèrent. Le courant l'emporta. Charlotte se jeta en avant. Elle plongea entièrement sous la surface glacée, tâtonnant à l'aveugle dans l'eau sombre et tourbillonnante. Ses doigts effleurèrent de la laine épaisse. Elle ferma le poing, enroulant sa main dans le tissu de la chemise trop grande du garçon, et tira vers le haut avec chaque once de force qui lui restait dans ses muscles gelés. Elle refit surface, haletant, ramenant un Samuel crachotant et aux lèvres bleues contre sa poitrine. « Je te tiens », rauqua-t-elle, bien que sa mâchoire claquait violemment. « Je te tiens. » Lutte contre le courant pour regagner la rive prit une éternité. Sa vision se brouilla, des pointes noires dansant au coin de ses yeux. Quand elle s'effondra enfin sur la rive boueuse, elle ne s'arrêta pas de bouger. Elle ne pouvait pas. « Wyatt !» cria-t-elle de sa voix. « Prends-le! Cours à la cabane! Enlève-lui ses vêtements et enveloppe-le dans la lourde peau d'ours près du feu. Vas-y! » Wyatt, poussé à l'obéissance par la férocité pure dans ses yeux, attrapa son frère et courut. Charlotte rampa sur la rive, son corps secoué de convulsions violentes. Elle se força à se lever, titubant aveuglément vers la cabane. Au moment où elle poussa la lourde porte en chêne, Wyatt avait Samuel devant le foyer rugissante. Pendant les 2 heures suivantes, Charlotte fonctionna par pur instinct maternel. Elle retira ses propres vêtements glacés, enfilant l'énorme chemise de flanelle de Jeremiah qui lui arrivait aux genoux. Elle fit bouillir de l'eau, plaçant des serviettes chaudes et humides autour du torse de Samuel. Elle frotta les membres du garçon jusqu'à ce que la peau devienne rose et que la teinte bleue terrifiante s'estompe de ses lèvres. Quand le soleil plongea enfin sous l'horizon, Samuel dormait, respirant régulièrement, blotti sous une montagne de fourrure. Charlotte s'effondra dans le fauteuil à bascule près du feu, son énergie complètement épuisée. Wyatt était assis par terre en face d'elle, les genoux ramenés contre sa poitrine, la fixant avec de grands yeux illisibles. L'hostilité avait disparu, remplacée par une admiration profonde et tremblante. 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit violemment. Jeremiah se tenait dans l'embrasure, couvert de sueur et de neige, un vent glacial tourbillonnant autour de lui. Il jeta un coup d'œil à la cabane chaotique, aux vêtements mouillés empilés sur le sol, au seau de chèvre vide sur la table, à Charlotte assise, épuisée, dans sa chemise trop grande, et à son plus jeune fils enfoui sous les peaux. Que s'est-il passé?
Sa voix tonna avec une nuance mortelle. Il s'avança, ses yeux brillants d'une rage soudaine. « Qu'as-tu fait à mon garçon? » Avant que Charlotte ne puisse trouver son souffle pour parler, Wyatt se leva. Le garçon se plaça carrément entre son père imposant et Charlotte. « Elle n'a rien fait, papa, » dit Wyatt, sa voix tremblante mais résolue. « Sammy est tombé à travers la glace. Il était parti, papa. La rivière l'avait emporté. » Wyatt déglutit difficilement, regardant Charlotte. Elle a sauté dedans. Elle est allée sous l'eau et l'a sortie. Elle l'a sauvé. Jeremiah se figea. Les lourdes bûches qu'il portait tombèrent de ses bras, s'écrasant violemment contre le plancher. Il fixa Charlotte, ses yeux passant de ses cheveux trempés à ses pieds nus et meurtris. Le masque de granit de l'homme des montagnes se fissura. Pour la première fois, Charlotte vit un choc authentique, suivi d'une vulnérabilité brute et terrifiante dans ses yeux gris. « Tu es allé dans le ruisseau, » murmura Jeremiah, la rudesse complètement effacée de sa voix. « En novembre. »« Il est ma responsabilité maintenant, Monsieur Flint, » dit doucement Charlotte, resserrant la chemise de flanelle autour de ses épaules frissonnantes. « Je protège ce qui est à moi. » Le lendemain, Jeremiah prit le chariot pour descendre à Pine Ridge afin d'échanger contre la farine dont ils avaient désespérément besoin. D'habitude, il emmenait les enfants, les laissant dans le chariot pendant qu'il menait ses affaires silencieuses et tendues. Cette fois, il laissa les enfants à la cabane avec Charlotte. Quand Jeremiah entra dans le magasin général, Mildred Goggins et 3 autres femmes étaient blotties près des rouleaux de tissu, attendant la nouvelle qu'elles étaient incertaines de recevoir. « Bonjour, Jeremiah, » dit le propriétaire du magasin, nerveusement. « Tu as besoin d'un transport pour remonter chercher la malle de la file de Boston? » Jeremiah posa ses lourdes mains sur le comptoir en bois, se penchant. « J'ai besoin de 50 livres de farine, d'une boîte de vos meilleures pastilles à la menthe et de 3 mètres de ce calicot bleu. Ma femme a ruiné sa robe en sauvant mon fils de la rivière hier. » Le magasin général devint silencieux. Mildred Goggins laissa tomber une bobine de fil. « Ta femme? » balbutia le propriétaire du magasin. Jeremiah tourna la tête, ses yeux gris perçants balayant les femmes qui bavardaient jusqu'à ce qu'elles se recroquevillent collectivement. « Oui, ma femme, et si j'entends le moindre murmure de manque de respect envers Charlotte Flint dans cette ville, vous aurez affaire à moi. » Le dimanche, la nouvelle s'était propagée plus vite qu'un feu de forêt. La fragile file de la ville n'avait pas seulement survécu à la montagne. Elle avait conquis la glace, dompté les enfants, et d'une manière ou d'une autre, en moins d'une semaine, avait ramené l'homme le plus féroce du territoire à la raison. Toute la vallée était sous le choc. Mais sur la crête de l'homme mort, pour la première fois depuis des années, la cabane était chaude. Le froid du ruisseau ne quitta pas facilement les os de Charlotte. Pendant 3 jours après l'incident avec le petit Samuel, une toux profonde et rauque s'empara de ses poumons, et une fièvre empourpra ses joues pâles. Pourtant, elle refusa de rester dans le lit étroit derrière le rideau de toile. Elle se traînait jusqu'au foyer chaque aube, son corps endolori d'une profonde fatigue, déterminée à maintenir l'ordre fragile qu'elle avait si âprement combattu pour établir. Mais la cabane avait changé. L'atmosphère oppressante et suffocante d'hostilité s'était brisée, emportée par les courants glaciaux de l'eau de la montagne. Wyatt fut le premier à montrer le changement. Le garçon qui avait malicieusement traîné de la boue sur ses sols propres devint maintenant son ombre silencieuse. Quand Charlotte tendait la main vers la lourde bouilloire en fer, les mains meurtries et sales de Wyatt étaient déjà là, la soulevant au-dessus des flammes. Il commença à couper le petit bois sans qu'on le lui demande, l'empilant proprement près de la porte. Il n'offrit pas d'excuses. La fierté des montagnes coulait trop profondément dans ses veines pour cela. Mais ses actions en disaient long. Il avait vu une étrangère plonger dans des eaux mortelles pour son sang, et dans la dure arithmétique de la frontière, une dette de vie avait été payée avant même d'être due. Anna, elle aussi, émergea de sa coquille sauvage. Un soir, alors que Charlotte était assise près du feu à raccommoder une chaussette de laine déchirée, la fillette de 8 ans s'approcha, serrant une poupée en lambeaux et son visage fait de feuilles de maïs tressées. Elle s'assit silencieusement aux pieds de Charlotte, appuyant sa tête contre son genou. C'était un geste de confiance simple et bouleversant. Charlotte interrompit son travail d'aiguille, posant doucement sa main sur les cheveux blonds emmêlés de la fillette, démêlant les nœuds.
Mais c'est la transformation de Jeremiah qui fut la plus profonde et la plus troublante. L'imposant homme des montagnes, qui l'avait auparavant traité comme une nécessité malheureuse, la regardait maintenant avec une intensité lourde et indéchiffrable. La cruauté désinvolte de son silence avait disparu. Le quatrième soir, il entra dans la cabane après une longue journée à vérifier les lignes de piège. Le vent hurlait violemment dehors, mais à l'intérieur, l'air était chaud, sentant les légumes racines rôtis et l'odeur nette et propre des aiguilles de pain que Charlotte avait balayées sur le plancher. Jeremiah n'alla pas immédiatement au bassin pour se laver. Il se tenait près de la porte, tenant maladroitement un sac en toile de jute. Il s'éclaircit la gorge, un son comme un rocher grinçant contre du gravier. « Je suis descendu à Pine Ridge hier, dit-il, sa voix profonde pourtant par-dessus le crépitement du foyer. Pendant que tu te reposais. » Charlotte leva les yeux de la table en bois, repoussant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. « J'avais remarqué votre absence, Monsieur Flint. Je me suis occupé du bétail. » Jeremiah s'avança, laissant tomber le lourd sac en toile de jute sur la table. Il en sortit une petite boîte colorée et la poussa vers Samuel. Samuel, qui était assis par terre. « Des pastilles à la menthe, » marmonna Jeremiah. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent et il se précipita, attrapant la boîte avec un souffle coupé. Puis Jeremiah replongea la main dans le sac. Il en sortit un grand paquet de tissus soigneusement pliés. C'était 3 mètres de calicot bleu de haute qualité, teint d'un indigo riche et vibrant, qui rappelait la couleur du tailleur de voyage que Charlotte avait ruiné dans la rivière. Il le plaça devant elle. « Le commerçant a dit que c'était le meilleur qu'il avait, » dit Jeremiah, refusant de croiser son regard, fixant plutôt intensément le grain de la table en chêne. « Je ne suis pas un homme de grands mots, Charlotte. J'ai oublié comment les utiliser. Mais je sais ce que tu as fait. Je sais ce que ça t'a coûté. » Charlotte traça le bord du tissu de coton lisse. À Boston, un tel cadeau serait considéré comme profondément inapproprié de la part d'un homme qui était essentiellement un étranger, malgré leur contrat légal. Mais ici, sur la crête de l'homme mort, c'était une offrande de profond respect. « Merci, Jeremiah, » dit-elle doucement, utilisant son prénom pour la première fois. Il la regarda enfin. Ses yeux gris d'orage contenaient une vulnérabilité qui lui coupa le souffle. Le fantôme de sa défunte femme ne semblait plus se dresser entre eux. À la place, il y avait une éclaircie timide et fragile. « Tu brûles de fièvre », nota-t-il en se rapprochant. Il tendit la main, sa main massive et cailleuse planant une seconde avant qu'il ne presse doucement le dos de ses doigts contre son front. Son contact était étonnamment chaud. « Tu as de la fièvre, tu dois te reposer. Je vais préparer le souper. » Pendant les 2 semaines suivantes, une étrange et calme domesticité s'installa dans la cabane. Charlotte utilisa le calicot bleu pour coudre une robe pratique et robuste, ses doigts volant sur le tissu tard dans la nuit. Jeremiah commença à rester plus près de la ferme, réparant les trous béants dans le calfeutrage, réparant le toit de l'appentis et reconstruisant entièrement les marches délabrées du porche avant. Cependant, la dure réalité de la frontière n'était jamais loin. L'isolement qui les protégeait les rendait également vulnérables. Cela arriva un mardi où le ciel était clair et glacial. Jeremiah avait emmené Wyatt sur la haute crête pour pister un élan, laissant Charlotte avec Hannah et Samuel. Charlotte était sur le porche, secouant les lourds tapis, quand le son de sabots approchant résonna dans la clairière. Ce n'était pas un seul cavalier. 3 hommes entrèrent dans la cour, leurs chevaux soulevant la boue gelée. Ils n'étaient pas des locaux de Pine Ridge. Ils portaient de lourds et coûteux cache-poussière et se déplaçaient avec l'arrogance d'hommes habitués à prendre ce qu'ils voulaient. Au centre se trouvait un homme avec une barbe bien taillée et un chapeau melon, ses yeux scrutant la propriété avec une cupidité calculatrice. C'était Hiram Granger, un spéculateur foncier notoire qui saignait lentement la vallée à blanc, rachetant des propriétés en difficulté pour une bouchée de pain. Charlotte laissa immédiatement tomber le tapis. Elle se plaça devant la porte, protégeant Hannah et Samuel, Samuel, qui s'étaient figés à l'intérieur de la cabane. Elle se souvint de l'avertissement de Jeremiah. Gardez le fusil chargé. Il reposait actuellement juste à l'intérieur du cadre de la porte, à quelques centimètres de sa main. Après-midi, madame, lança Granger, retenant son ongle noir. Il toucha son chapeau, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux froids.
Vous devez être la nouvelle épouse. On dit en ville que vous avez plus de cran que de bon sens. Exposez votre affaire, Monsieur Granger, dit Charlotte d'un ton égal, sa voix ne trahissant aucune de la panique qui battait dans sa poitrine. Elle avait eu affaire à des hommes comme lui à Boston. Des hommes qui portaient de beaux costumes mais possédaient la morale des rats de ruelle. Granger haussa un sourcil, surpris qu'elle connaisse son nom. « Je suis venu voir Flint. Il a ignoré mes 3 dernières lettres. Je détiens l'acte de propriété de la parcelle de bois inférieure et je fais valoir mon droit d'accès au ruisseau. Il traverse cette propriété. Je suis ici pour lui faire une dernière offre avant de porter l'affaire devant le juge territorial. » « Monsieur Flint n'est pas là, » répondit Charlotte, la colonne vertébrale raidie. « Et cette terre n'est pas à vendre. » Un des hommes de Granger, un homme de main costaud nommé Amos, ricana sombrement. « Écoutez-moi bien, citadine. Flint a des arriérés d'impôts sur cette concession. Nous avons vérifié le registre du comté. Il a été si accablé par le deuil qu'il a oublié de payer ses dettes. Dites à ce sauvage que s'il ne cède pas les droits sur l'eau à M. Granger d'ici vendredi, le shérif montera ici pour saisir toute la montagne. » Granger sourit d'un air suffisant. Amos manque de raffinement, mais ses faits sont corrects. Dites à votre mari qu'il a 3 jours. Ce serait dommage de vous voir, vous et ses enfants sauvages, jetés dans la neige. Ils firent demi-tour avec leurs chevaux, laissant un nuage de poussière glaciale dans leur sillage. Charlotte resta rigide sur le porche jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la lisière des arbres. Son esprit tournait à toute vitesse, arriéré d'impôts, saisi. Jeremiah n'avait rien mentionné de tout cela. Si Granger prenait les droits sur l'eau, la propriété serait inutilisable. Il ne pourrait pas abreuver le bétail ni irriguer le petit jardin d'été. Quand Jeremiah revint au crépuscule, un élan sur le dos de sa bête de somme, Charlotte attendait. Elle n'adoucit pas le coup. Elle lui raconta exactement ce que Granger avait dit, mot pour mot. La réaction de Jeremiah fut terrifiante. La paix fragile qui s'était installée en lui se brisa instantanément. Son visage s'assombrit d'une fureur meurtrière pure. Il planta son couteau de chasse dans le billot avec un bruit violent qui fit sursauter Wyatt. « Ce salaud de parasite !» rugit Jeremiah, arpentant la cour comme un ours en cage. « Il essaie de m'affamer depuis 2 ans. J'ai payé ses impôts au bureau d'enregistrement à Helena au printemps dernier. Granger a dû payer quelqu'un pour perdre l'entrée du registre. »« Alors nous le prouverons, » dit Charlotte, descendant du porche pour affronter sa fureur. Jeremiah cessa de faire les 100 pas, la regardant de haut. « Le prouver, ici, la loi dans ce territoire appartient à l'homme aux poches les plus profondes. Granger possède le shérif. Il possède le juge. La seule façon d'arrêter un homme comme ça est de lui mettre une balle dans la tête. » Il se tourna vers la cabane, les poings serrés. « Je vais descendre à son camp ce soir. Je vais en finir. » Non. Charlotte attrapa son lourd avant-bras. C'était comme saisir un bloc de chêne massif, mais elle ne lâcha pas. « Si tu le tues, ils te pendront, Jeremiah. Et qu'arrivera-t-il aux enfants alors? Qu'adviendra-t-il de moi? » Jeremiah se figea. Il baissa les yeux sur sa petite main qui agrippait son bras, puis sur ses yeux féroces et désespérés. « Je ne perdrai pas cette terre, Charlotte. C'est tout ce qu'il me reste à leur donner. »« Tu ne la perdras pas, » promit-elle, sa voix tombant à un murmure féroce. « Mais on ne combat pas un serpent avec un fusil. Il faut lui couper la tête légalement. Laisse-moi t'aider. » Le lendemain matin, le soleil se leva sur la crête de l'homme mort, projetant de longues ombres nettes sur le sol couvert de givre. Jeremiah attela les chevaux de trait au chariot dans un silence sinistre. Il portait son lourd manteau en peau de bison et tenait son fusil Winchester, non pas dans son fourreau, mais posé ouvertement sur ses genoux. La tension qui émanait de lui était assez palpable pour déclencher un incendie. Charlotte était assise à côté de lui, vêtue de sa robe en calicot bleu nouvellement cousu, un lourd châle de laine et enroulé étroitement autour de ses épaules. Sur ses genoux, elle serrait une sacoche en cuir qu'elle avait apportée de Boston, une sacoche qui contenait les vieux livres de droit de son père et le parchemin légal vierge qu'elle avait espéré ne jamais avoir à utiliser. Ils avaient laissé les enfants à la cabane avec des instructions strictes pour que Wyatt garde la porte verrouillée et le fusil de chasse chargé. Aujourd'hui n'était pas un jour pour les enfants. C'était un jour de guerre. La descente de la montagne fut d'une lenteur angoissante. Charlotte profita de ce temps pour interroger Jeremiah sur chaque morceau de papier
qu'il possédait concernant la ferme. Il s'avéra que Jeremiah, bien que brillant dans les bois, était désespérément désorganisé avec la bureaucratie. Sa défunte femme s'était occupée des dépôts, mais l'esprit vif de Charlotte catalogua chaque date, chaque montant de paiement et le nom de chaque employé avec qui Jeremiah avait traité au cours des 5 dernières années. Mon père était un avocat éminent à Boston, expliqua doucement Charlotte, alors que le chariot cahotait sur une ornière profonde. Avant que mon oncle n'orchestre sa ruine, je dirigeais pratiquement son bureau. Je rédigeais des contrats, j'étudiais les litiges fonciers. Hiram Granger compte sur votre ignorance et votre tempérament, Jeremiah. Il veut que vous agissiez violemment pour avoir une excuse légale pour saisir la terre. Jeremiah garda les yeux sur la route. Le papier n'arrête pas une balle, Charlotte. Non, acquiesça-t-elle, mais le papier arrête la banque et Granger ne peut pas voler ce que le gouvernement fédéral protège explicitement. Quand ils arrivèrent à Pine Ridge, la ville sentit immédiatement la violence imminente. Les rues se vidèrent. Les commerçants baissèrent leurs stores. Mildred Goggins, qui balayait le trottoir devant la pension, jeta un coup d'œil à l'expression foudroyante de Jeremiah et se précipita à l'intérieur, verrouillant la porte derrière elle. Ils s'arrêtèrent devant le bureau d'enregistrement et des terres. Une voiture élégante et polie était attachée au poteau d'attache, la voiture de Granger. Jeremiah sauta à bas et tendit la main pour aider Charlotte. Pendant une seconde fugace, alors que ses mains saisissaient sa taille, il s'arrêta. « Si ça tourne mal, murmura-t-il, son souffle formant un nuage dans l'air froid. Tu remontes dans le chariot et tu conduis. Ne regarde pas en arrière. »« Ça ne tournera pas mal, répondit-elle, ses yeux fixés sur les siens. « Fais-moi confiance. » Il hocha la tête une fois, un mouvement sec et bref, et poussa la porte du bureau. À l'intérieur, l'air était épais de fumée de cigare. Hiram Granger était assis confortablement dans un fauteuil en cuir. En face de lui se trouvait le nerveux registraire de la ville, un homme chauve nommé M. Finch. Amos, l'homme de main costaud, se tenait près de la fenêtre. Granger leva les yeux, un sourire triomphant se dessinant sur son visage. « Flint, je ne m'attendais pas à ce que tu descendes de ta montagne si tôt. As-tu apporté l'acte signé pour les droits sur l'eau? » Jeremiah ne parla pas. Il entra dans la pièce, sa silhouette massive bloquant la seule sortie, sa main reposant nonchalamment près du couteau de chasse à sa ceinture. Le silence s'étira, lourd et mortel, jusqu'à ce que le sourire de Granger commence à vaciller. Charlotte sortit de derrière la large épaule de Jeremiah. Elle se dirigea droit vers le bureau du registraire, ignorant complètement Granger. Elle posa sa sacoche en cuir sur le bois avec un claquement fort et autoritaire. « Monsieur Finch, » dit Charlotte, sa voix résonnant avec la diction polie et impérieuse de l'élite de Boston. « Je suis Charlotte Flint. Je suis ici pour examiner le registre du comité concernant le statut fiscal de la ferme Flint sur la crête de l'homme mort. » Finch déglutit difficilement, regardant nerveusement Granger. « Madame, le registre montre que la propriété a des arriérés. 2 ans d'impôts territoriaux impayés. Monsieur Granger ici est prêt à assumer la dette en échange d'un transfert partiel de l'acte de propriété. » « C'est une proposition fascinante, » dit Charlotte en ouvrant sa sacoche. « Sauf qu'elle est entièrement frauduleuse. » Granger se leva, son visage rougissant de colère. « Maintenant, écoutez-moi bien, petite dame. Vous vous adresserez à moi en tant que Madame Flint, » claqua Charlotte, ses yeux brillants d'une autorité soudaine et féroce qui fit taire la pièce. « Et vous attendrez votre tour pour parler. » Elle se retourna vers le registraire tremblant. Elle sortit un morceau de papier de sa sacoche. « Monsieur Finch, en vertu de la loi sur les propriétés familiales de 1862 et des amendements ultérieurs concernant les propriétés territoriales dans le Montana, une concession ne peut être saisie pour des arriérés d'impôts si la propriété a subi une épreuve naturelle documentée, telle que le décès d'un conjoint, à condition que le fermier survivant maintienne une résidence et des améliorations continues. » Finch cligna des yeux, transpirant abondamment. « Je ne connais pas ce statut spécifique, madame. »« L'ignorance de la loi ne l'annule pas, » rétorqua sèchement Charlotte. « De plus, mon mari a effectué un paiement de 40 $ au bureau territorial à Helena en avril dernier. J'ai une déclaration sous serment de la banque de Bozeman où le chèque a été tiré. » Elle n'avait pas encore la déclaration, mais son bluff était parfait. Elle se pencha sur le bureau, ses yeux fixés sur Finch.
Si vous modifiez un registre de comté pour faciliter un vol de terre, Monsieur Finch, vous commettez un crime fédéral. Je demanderai personnellement au gouverneur de vous faire enquêter pour fraude. La peine est de 5 ans dans un pénitencier fédéral. Finch devint complètement pâle. Il regarda le registre, puis Granger, et enfin la silhouette imposante et terrifiante de Jeremiah près de la porte. Il est possible que le paiement de Helena ait été mal classé, balbutia Finch en tirant un lourd livre vers lui. Laissez-moi vérifier les registres annexes, c'est possible. Oui, monsieur. Oui, il est possible qu'une erreur de bureau ait été commise. Granger frappa du poing sur le bureau. Finch, espèce d'imbécile sans colonne vertébrale, nous avions un arrangement. Jeremiah bougea. Ce fut un éclair de mouvement, terrifiant de rapidité pour un homme de sa taille. En un clin d'œil, il avait traversé la pièce, attrapé Granger par les revers de son costume coûteux et l'avait plaqué contre le mur de bois brut. L'impact fit trembler les fenêtres. Amos porta la main à son arme de poing, mais Jeremiah avait déjà son Winchester pointé sur la poitrine de l'homme de main avec sa main libre. « Ne bouge pas, gronda Jeremiah, sa voix un grondement bas et mortel. Amos leva lentement les mains, reculant. Jeremiah reporta son attention sur Granger, qui haletait. « Ma femme vient de vous donner une façon polie de quitter cette ville, Granger. Je vous suggère fortement de la prendre. Si vous ou vos hommes remontez ma crête, je ne m'embêterai pas avec la loi. Je vous enterrerai sous les pins. Avons-nous un accord? » Granger, le visage violet, hocha frénétiquement la tête. Jeremiah le laissa tomber en tas sur le sol. 10 minutes plus tard, Jeremiah et Charlotte sortirent du bureau. Le registre avait été corrigé. Les impôts officiellement enregistrés comme payés et la revendication de Granger sur les droits de l'eau dissoute de façon permanente. La ville de Pine Ridge regarda en silence stupéfait l'homme des montagnes et sa nouvelle épouse remonter dans leur chariot. Il s'attendait à ce que Jeremiah Flint fasse un carnage en ville ou perde sa terre. Au lieu de cela, il était entré, avait laissé sa femme éviscérer l'homme le plus puissant du comté avec des mots et était reparti sans tirer un seul coup de feu. Alors que le chariot commençait la lente ascension vers la crête de l'homme mort, l'adrénaline quitta lentement les veines de Charlotte. Ses mains se mirent à trembler légèrement alors que la réalité de ce qu'elle venait de faire s'installait. Elle avait bluffé un fonctionnaire corrompu et tenu tête à un baron foncier impitoyable. Soudain, elle sentit une chaleur lourde couvrir ses mains tremblantes. Jeremiah avait pris les rênes dans sa main gauche, tendant la droite pour couvrir ses doigts. Son contact était ferme, l'ancrant. Il ne la regardait pas, ses yeux fixés sur le sentier de montagne sinueux, mais les lignes dures de sa mâchoire s'étaient complètement adoucies. « J'ai passé les 3 dernières années à penser que je devais combattre le monde entier seul, » dit doucement Jeremiah, sa voix portant par-dessus le cliquetis rythmique des sabots des chevaux, pensant que la montagne était la seule chose qui ne pouvait pas me trahir. Il tourna lentement la tête, ses yeux gris se fixant sur les siens. Les murs défensifs qu'il avait construits autour de son cœur avaient entièrement disparu, remplacés par une révérence profonde et écrasante. Il la regardait non pas comme une chose fragile à briser, mais comme un acier qui avait été forgé dans les mêmes feux de l'épreuve qu'il avait endurée. « Tu as sauvé mon garçon, » murmura Jeremiah, son pouce caressant doucement ses jointures. « Et aujourd'hui, tu as sauvé ma maison. Je ne sais pas quel genre de vie tu as fui à Boston, Charlotte, mais je jure devant Dieu, tant que j'aurai un souffle dans mes poumons, personne ne te fera plus jamais fuir. » Charlotte regarda la main rugueuse et balafrée qui tenait la sienne, une chaleur profonde et inconnue fleurissant dans sa poitrine. Le contrat de mariage qu'elle avait signé des semaines auparavant par désespoir semblait soudainement tout à fait différent. Ce n'était plus une transaction, c'était un partenariat. « Je suis exactement là où je suis censé être, Jeremiah, » répondit-elle, sa voix stable et sincère. La descente vers décembre apporta un froid brutal et mordant au territoire du Montana. Mais à l'intérieur de la cabane des Flint, un profond dégel s'était produit. Les lignes rigides de la survie s'étaient estompées pour devenir les contours doux et chaleureux d'une famille. Jeremiah avait passé 3 soirées à travailler tranquillement près du foyer, sculptant un magnifique et robuste cadre de lit en cèdre séché. Quand il démonta finalement le rideau de toile et déplaça son lit de camp à côté du sien dans la mezzanine, aucun mot ne fut nécessaire. La première fois qu'il la serra contre sa poitrine, sous les lourdes couettes,
ses mains rugueuses traçant la courbe délicate de sa mâchoire. Le baiser qu'ils partagèrent fut désespéré, férocement possessif et entièrement abandonné. Charlotte avait enfin trouvé son foyer, non pas dans la haute société de Boston, mais dans l'étreinte calleuse d'un homme des montagnes. Mais le passé, Charlotte l'apprendrait bientôt, reste rarement enterré. Le rebondissement arriva la veille du solstice d'hiver, porté non pas par le vent, mais par un agent impitoyable de Pinkerton nommé Roscoe Dalton. L'oncle de Charlotte, Thaddeus Beaumont, n'était pas seulement en colère qu'elle se soit enfuie. Il était terrifié. À l'insu de Charlotte, cachée dans la doublure de la sacoche en cuir antique de son père, se trouvaient les billets à ordre et les traites bancaires falsifiés que Thaddeus avait utilisés pour voler le domaine familial. Thaddeus avait engagé Dalton pour la retrouver, récupérer la sacoche et s'assurer que Charlotte subisse un accident mortel à la frontière. Dalton ne s'embarrassa pas des manœuvres légales que Hiram Granger avait tentées. C'était un fantôme, se glissant dans la vallée juste au moment où le ciel prenait une teinte violette, maladive, le signe indéniable d'un blizzard historique massif. Alors que les premiers gros flocons commençaient à tomber, ensevelissant la crête de l'homme mort sous un blanc suffocant, Dalton passa à l'action. Il savait que la ville serait enfermée à l'intérieur, aveuglée par la tempête. Il n'y aurait aucun témoin. Jeremiah était allé à l'appentis de la grange pour sécuriser le bétail contre la tempête imminente. Le vent hurlait déjà, un rugissement d'assourdissant qui avalait tout autre son. À l'intérieur de la cabane, Charlotte pétrissait de la pâte, Samuel endormi près du feu, Hannah et Wyatt jouant tranquillement avec des blocs de bois sculptés. Mais une soudaine et glaciale terreur saisit le cœur de Charlotte. Jeremiah était parti depuis trop longtemps. Saisissant le lourd fusil Winchester, elle jeta son châle de laine sur sa tête et poussa la lourde porte en chêne. Le vent faillit la renverser. Le monde était un vortex aveuglant et tourbillonnant de neige, la température chutant si rapidement que cela lui brûlait les poumons. Elle se fraya un chemin jusqu'à la grange, ses bottes s'enfonçant dans les congères qui s'accumulaient rapidement. Alors qu'elle ouvrait de force la porte gelée de la grange, la vue à l'intérieur lui glaça le sang. Jeremiah était à genoux dans la paille, une vilaine entaille saignant abondamment sur sa tempe. Debout au-dessus de lui, un lourd revolver Colt pressé directement contre l'arrière du crâne de Jeremiah, se tenait Roscoe Dalton. « Lâchez le fusil, Madame Flint », ricana Dalton, son souffle formant un nuage dans l'air glacial. « Ou je repeins cette grange avec la cervelle de votre mari. Thaddeus vous envoie ses salutations. Apportez-moi la sacoche. » Les mains de Charlotte tremblaient, mais ses yeux, endurcis par la montagne, ne vacillèrent pas. Elle abaissa lentement le Winchester, le laissant tomber dans le foin. « Si vous le tuez, vous ne la trouverez jamais, » mentit-elle, sa voix tranchant le vent hurlant. « Je l'ai enterrée loin de la crête. Je suis la seule à savoir où. » Les yeux de Dalton se tournèrent vers elle pendant une fraction de seconde, une erreur de calcul fatale. Jeremiah n'eut pas besoin d'invitation. Avec un rugissement guttural, l'homme des montagnes se projeta en arrière, son épaule massive heurtant les genoux de Dalton. Le revolver tira, la détonation assourdissante résonnant dans le petit espace, mais la balle traversa sans danger le toit de la grange. Les deux hommes s'affrontèrent dans un enchevêtrement brutal de membres et de fureur. Dalton était un joueur entraîné, mais Jeremiah était une force de la nature se battant pour sa famille. Il enfonça son lourd poing dans la mâchoire de Dalton, avec le bruit écœurant d'un os qui se brise, puis arracha l'arme de la main de l'agent, la jetant dans l'ombre. Dalton, désespéré et saignant, sortit un couteau de botte dissimulé, frappant sauvagement. Il attrapa l'avant-bras de Jeremiah, déchirant le lourd manteau de Bison. Mais avant que Dalton ne puisse frapper à nouveau, un lourd manche de fourche en bois s'abattit sans pitié sur l'arrière de sa tête. Il s'effondra dans la paille, inconscient. Debout derrière lui, la poitrine haletante, se tenait Wyatt, âgé de 12 ans. Le garçon avait suivi Charlotte à travers la tempête, refusant de laisser sa famille se battre seule. Jeremiah haleta, serrant son bras en sang. Il regarda l'assassin inconscient, puis son fils farouchement loyal, et enfin Charlotte, qui s'était déjà précipitée pour panser sa blessure avec des bandes arrachées à son propre jupon. « Es-tu blessé ?» rauqua Jeremiah, ses yeux gris scrutant frénétiquement son visage. « Je vais bien », murmura-t-elle, tirant son visage vers le bas pour presser son front contre le sien.
Nous allons tous bien. Ils ligotèrent solidement Dalton avec une lourde corde de chanvre, le laissant enfermé dans la sellerie glaciale en attendant le marshal territorial, en supposant qu'il survive au blizzard. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, ensevelissant la montagne sous 3 mètres de neige impossible, la cabane restait une forteresse de chaleur et de loyauté inébranlable. Ils avaient affronté les éléments les plus rudes et les ombres les plus sombres de leur passé, et ils en étaient sortis victorieux. Des décennies plus tard, la légende de la crête de l'homme mort serait gravée dans les fondations mêmes du territoire du Montana. La ville de Pine Ridge n'oublia jamais cet hiver. La fragile file de la ville avait dompté la montagne, transformant une famille brisée et sauvage en une dynastie d'une force profonde et d'un amour durable. Charlotte et Jeremiah Flint vécurent leurs jours sur cette haute et rude lisière de bois, leur lien indestructible, forgé dans la glace et le fer. Ils élevèrent Wyatt, Hannah et Samuel non seulement pour survivre à la dure frontière, mais pour la gouverner avec intelligence et une compassion féroce. La cabane des échos devint un sanctuaire de rire, un témoignage de la réalité que la nature la plus sauvage peut être conquise non pas par la force brute seule, mais par un cœur courageux. Leur héritage murmurait à travers les pins.